Our oceans are teeming with all kinds of life. Life great and small. Scary and secretive. Cute and vicious. Colorful. Not so colorful. Very simple. And very weird. There's coral, plant life. No, There's coral. Excuse me. There's... Oh, When you said very weird, an arrow pointed at me. right. So, Wait, what's your name? Mel. But my friends call me Mel. They call me Mel Hey, too. Mel. Hey. Okay, Mel, if you could just step aside. I'm here today to talk about marine reserves. Bonjour, vous avez fait la connaissance de Mel. Nous allons parler de son habitat pour voir en quoi les littoraux sont maintenant des espaces menacés dont le développement durable est nécessaire. Alors, nous allons avoir plusieurs objectifs dans cette leçon. Premièrement, comprendre pourquoi les littoraux sont des espaces fragiles qui sont mis sous pression par l'homme. Et deuxièmement, nous allons essayer de connaître certaines mesures de développement durable qui sont mises en place dans le monde. Alors, on verra des pays d'Europe et puis on verra des mesures globales mises en place dans le monde. Tout d'abord, les littoraux sont un environnement fragile, sous pression. Fragiles car ils ont une faune et une flore spécifiques, dont le petit Mel que nous avons vu en introduction. Alors, ces environnements fragiles subissent la pression de l'homme, donc des pressions anthropiques à divers niveaux. Tout d'abord, le fonctionnement naturel des littoraux peut être perturbé. C'est par exemple le cas que nous avions vu précédemment avec les algues vertes en Bretagne, où la pollution au nitrate perturbe un élément naturel. Mais c'est aussi le cas avec par exemple la pollution qui fragilise les écosystèmes. Alors la pollution, c'est d'abord celle des plastiques qui sont rejetés dans l'eau. Donc par exemple les plastiques du continent plastique, ce continent de bouteilles et de morceaux de plastique qui se déplacent dans les océans et notamment dans l'océan Pacifique. Vous en avez ici une illustration. Mais c'est aussi les métaux lourds que l'on déverse chaque année dans les océans, ainsi que les hydrocarbures, puisque 6 millions de tonnes d'hydrocarbures sont déversées chaque année dans les océans de notre planète. Alors, ces hydrocarbures, ils sont déversés souvent à l'occasion de catastrophes, malheureusement. Donc, par exemple, ici, un exemple au large des côtes de la Bretagne, en France. En 1999, l'Erika, un pétrolier, qui s'est cassé en deux et a déversé son pétrole sur les côtes bretonnes. Un autre exemple pour les États-Unis, cette marée noire du golfe du Mexique, la plus grosse marée noire jamais connue sur le sol américain. Voilà, c'était en juillet 2010, vous vous en souvenez sûrement. Les littoraux sont aussi soumis aux aléas naturels qui vont fragiliser ces littoraux et qui sont par exemple responsables de l'érosion souvent. Alors on va aborder deux exemples. Déjà celui du séisme et du tsunami qu'il y a eu en Asie du Sud-Est en décembre 2004. Vous avez ici au large de Sumatra deux images qui vous montrent avant et après le tsunami. Ce tsunami a été dévastateur, il a fait plus de 250 000 morts et a touché près de 14 pays en Asie du Sud-Est, une région particulièrement peuplée. Et vous voyez ici aussi une comparaison d'un territoire littoral avant et après. Et vous voyez donc l'effet de l'érosion dû à ces désastres naturels. Pareil pour le tsunami de mars 2011 ici au Japon. On voit très bien l'érosion du littoral ici, sur cette portion, après le passage du tsunami. Une autre menace, c'est celle de l'élèvement du niveau de la mer. Cet élèvement du niveau de la mer est dû au réchauffement climatique, comme vous le savez. Alors on a des visions plus ou moins alarmistes de cet élèvement du niveau de la mer, mais c'est une quasi-certitude que beaucoup de nos territoires, qui sont déjà à un niveau inférieur à 1 mètre ou 5 mètres au-dessus de la mer, seront menacés d'inondations. Alors, il y a des exemples classiques, Venise, il y a les îles de Polynésie française aussi, certaines qui deviendront complètement sous-marines puisque recouvertes par l'eau. Puis il y a New York, dont plusieurs territoires sont menacés. Vous avez ici tous les endroits qui peuvent être éventuellement menacés. Alors, il y a des endroits qui sont déjà protégés ici, puis il y a des endroits ici qui ne sont pas encore protégés, mais qui le seront, parce qu'on sait qu'ils seront touchés par l'élévation du niveau de la mer. Vous avez ici les zones probablement touchées à Washington, les zones probablement touchées à Miami. Je vous ai mis sur le Pearl Trees un lien vers des photos d'un artiste qui a imaginé les villes après la hausse du niveau de la mer. Je vous le conseille. Donc maintenant, nous allons voir dans une deuxième partie, face à ces différentes pressions que subissent les littoraux, comment les protéger, comment les conserver.
Alors, l'initiative de conservation des littoraux, elle est un petit peu née au Royaume-Uni, où a été fondé à la fin du 19e siècle le National Trust, donc un organisme visant à protéger les littoraux et à les conserver. En France, on s'est inspiré de ce modèle pour créer le Conservatoire du littoral en 1975, donc un organisme assez ancien qui s'occupe du classement de sites à protéger. Donc la première façon de protéger les littoraux, c'est tout d'abord d'en classer certains sites. Alors les plages, vous voyez, il y a ce panneau comme ça qui indique qu'il s'agit d'une plage protégée et ça s'accompagne de toute une série d'interdictions. Vous avez aussi le classement du patrimoine mondial de l'UNESCO qui est effectif. Alors ici, vous avez par exemple là, une photographie de la Grande Barrière de Corail en Australie et là, le Mont Saint-Michel. Donc on a 2 littoraux qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont donc protégés. Deuxième façon de protéger les littoraux, de les préserver, c'est de promulguer des lois. Donc en France, la loi qui concerne les littoraux, c'est la loi littorale en 1986. On va regarder une petite vidéo qui va vous expliquer un petit peu l'histoire de cette loi. La loi littorale a été adoptée en 1986, si vous voulez, juste après la loi de décentralisation, acte 1 de la décentralisation, la loi de fer, donc était en 1983. Et malheureusement, l'objectif étant de territorialiser cette loi et fait qu'il y a eu une certaine incohérence et incompréhension des élus sur le territoire pour la mise en œuvre. Une loi volontairement vague, un petit peu, qui méritait d'être ensuite territorialisée et qui était une loi d'aménagement, de préservation, mais aussi de développement économique équilibré, ce qui a été un peu oublié au fil des années. Nous avons constaté une hétérogénéité dans sa mise en application, à la fois dans l'espace et dans le temps. Et puis, je dirais, au fil du temps, eh bien, des communes qui se sont enrichies en matière d'urbanisation en la matière et d'autres qui se sont appauvries parce qu'elles ont été, au regard de la loi, plus vertueuses. On a eu des remontées des territoires et de particuliers nous montrant les incohérences entre la réalité des faits et puis la loi littorale, des inégalités entre les territoires, des inégalités dans le temps, des inégalités aussi dans les décisions de justice sur des constructions autorisées ou non autorisées. Donc une loi qui a eu des effets assez inégaux sur le territoire français. Aux États-Unis, l'équivalent de la loi littorale, c'est la Coastal Zone Management Act et le Coastal Zone Protection Act de 1996. Alors, dernier point, on va aborder ce qu'on appelle la gestion intégrée des zones côtières. Alors, la gestion intégrée des zones côtières, c'est une façon d'avoir une approche complètement intégrée de l'aménagement des zones côtières dans le monde. Cet aménagement intégré des zones côtières, cette gestion intégrée des zones côtières est née en 1992 au sommet de la Terre à Rio. Vous savez que c'est le sommet qui a aussi donné naissance aux Agenda 21. On en a très souvent parlé déjà cette année. Eh bien, cette gestion intégrée des zones côtières en est aussi le fruit. Une des productions importantes de cette gestion intégrée des zones côtières, c'est le fameux protocole de la mer Méditerranée, puisque ce protocole prévoit des aménagements spécifiques et de façon globale pour tout le bassin méditerranéen. Donc, ça n'est pas quelque chose qui s'applique à un seul pays, mais à plusieurs. Alors, vous avez ici les aires maritimes protégées. Ces aires maritimes protégées sont le fruit de l'Union nationale pour la conservation de la nature. C'est le travail donc d'une ONG, une organisation non gouvernementale, et qui a essayé de définir toutes les aires marines protégées dans le monde et qui a aussi déterminé les grands écosystèmes marins dans lesquels vit notre copain Mel. Marine reserves. Oh, I live in a marine reserve. It's awesome. Check it out. I got tons of fish friends. I got a place to live. We got plant life. Well, you should know this area didn't look quite like this 10 years ago. No? 10 years ago, this exact area looked like this. Wow, what changed things? It became a marine reserve. Awesome. You know what I like about the reserve too? No fishermen. Yeah, it's great for you and your friends, but it also helps the fishing community. Helps
helps the fishing community. How can it help the fishing community? You can't even fish here. You can't fish here. You can't Yeah, get how fish. does You it can't. help the fishing community? How about I just finish what I was trying to say? Oh. Okay. Here are the top 3 benefits of marine reserves. Number 1, it protects biodiversity. Allowing the ocean to replenish itself develops a healthier ecosystem, which raises a wider range of species, a lot of which are delicious. What? Number 2, increased biomass. A healthier ecosystem raises healthier fish. On average, the total biomass of fish in the reserves increases 450%. And number 3, spillover. Because the reserves are heavily populated, lots of dopey fish swim outside of the reserve. Fishermen fishing around the perimeter of the reserve are doing great. Bigger fish and a wide range of species are making them very happy. And the benefits of a healthier ocean should make, well, everyone happy. Nous avons terminé notre leçon sur les littoraux. N'hésitez pas à aller voir sur le Pearl Quiz pour des compléments. Vous y retrouverez des vidéos sur la marée noire du Golfe Mexique. Et vous y retrouverez aussi des vidéos sur la loi littorale. Voilà. À bientôt. Merci de votre attention.